Bonsoir à tous, bienvenue au journal Le Sommaire. Renforcement du réseau électrique béninois, le poste électrique de Semepodji est désormais une réalité. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane l'a activé hier. Comment reconnaître l'intoxication en période électorale? Le réseau des compétences électorales francophones se penche sur la question à l'ère des médias numériques. Prise en otage d'un aéronef à l'aéroport de Cotonou, c'est une fiction, mais l'opération est simulée en grandeur nature pour tester le dispositif sécuritaire en place. Le Bénin vient de franchir un nouveau pas vers son autonomisation énergétique. Le ministre Samou Seydou Adambi, en charge de l'énergie, et le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ont procédé hier à la mise en service du poste électrique de Semepodji, une zone à fort potentiel industriel. Reportage Renaud Akapo, Alain Sochoumé. Implanté à Tanzon, dans la banlieue de Semepodji, ce poste de transformation électrique vient couronner l'ultime étape d'un projet de grande envergure. Le PAD SBE est à sa phase terminale. Il égrène cette énième infrastructure qui vient changer le décor avec des équipements de dernière génération. La cérémonie officielle d'inauguration du joyau a mobilisé une belle brochette de personnalités. Ce poste de transformation électrique a pour but de stimuler le développement de la zone industrielle de Séné, en lui fournissant une énergie électrique fiable, stable et de qualité. 200 milliards de francs CFA, c'est la somme que le Bénin a mobilisée pour développer l'accès durable à l'électricité de qualité. Les travaux confiés au groupe Vinci Énergie pour une durée de 3 ans ont été exécutés selon les standards internationaux. Nous avons le profond sentiment en tant que CEB que ce qui est mis en place est fait dans les normes de l'art. La construction de cette ligne souterraine en haute tension à Tanzon vient parachever la dernière phase d'un gigantesque chantier. Alors ce poste de Semepodji est destiné à devenir l'un des postes les plus importants du pays. Simplement parce que la tension qui sera disponible au niveau de ce poste est importante, puisqu'on a 200 MW en haute tension et 80 MW en moyenne tension. C'est le plus gros contrat que nous avons réalisé. Au départ, c'est dans les 3 ans et nous l'avons fait en 2 ans et demi. Avec une qualité inégalée. C'est un haut niveau de qualité et un grand niveau de standard. Donc c'est une grande fierté. L'achèvement de ce projet est source d'espoir pour de milliers de foyers et le monde industriel, car il vient combler le déficit d'énergie qui a manqué pour la viabilisation de la zone économique de Semepodji. Je voudrais donc exhorter la SBDE, la CEB et la SBE à pouvoir entretenir et gérer convenablement ces infrastructures afin que nos compatriotes, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à de l'énergie de qualité. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane a réitéré l'engagement du gouvernement qui est celui de faciliter l'accès à tous à l'énergie électrique. Ce projet, en traversant près de 33 communes, permet aux populations d'avoir accès à une énergie de meilleure qualité et bien sûr à un coût plus abordable. Il ne vous est pas échappé que ce projet vient aider à faciliter l'alimentation en énergie de cette zone industrielle de Semepodji, mais aussi l'Odibé, notre zone économique phare, et donc le développement industriel de ce pays. Cette cérémonie de remise officielle s'est refermée sur la remise de clés de 8 véhicules de dépannage, un don du groupe Vinci Énergie à la Société béninoise d'énergie électrique. À l'occasion de la cérémonie que vous venez de suivre, le ministre en charge de l'énergie a fait une déclaration. Écoutons Samou Seydou Adambi. Je voudrais, avec la permission de l'État, vous rassurer que notre pays sera un pays minier, effectivement, à partir de l'année prochaine. Nous allons commencer par véritablement exploiter ce que nous avons comme mine. Si vous allez à Glodibé, vous allez voir une usine de fabrication de carreaux à partir de nos matériaux locaux, à partir de l'argile, à partir du kaolin et autres matériaux de carrière du Bénin.
L'année prochaine également, je vous rassure que le gouvernement mettra tout en œuvre. Vous commencez par extraire en eau profonde. Nous avons déjà de l'or blanc, mais on aura de l'or noir. Le Bénin. Depuis 8 ans et demi, on y travaille, à travers les textes, à travers des partenaires sérieux. Et maintenant, c'est chose faite. L'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous allons commencer également par être un pays exportateur, producteur, puis exportateur du pétrole brut. Je sais que nos compatriotes meurent d'envie de voir notre pays produire du pétrole. Ça va être chose faite par la grâce de Dieu. Le 24 octobre, c'est la journée des Nations Unies. À l'occasion, je vous invite à suivre le message du secrétaire général de l'ONU. C'est par la voix de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Bénin. Elle est au micro de Alain Sochoumé et Jules Akoyikou. L'ONU a été créée par le monde, pour le monde. Depuis 1945, elle permet aux pays de faire cause commune pour trouver des solutions mondiales à des problèmes mondiaux. Des solutions pour apaiser les tensions, jeter des ponts et bâtir la paix. Des solutions pour éliminer la pauvreté, stimuler le développement durable et défendre les plus vulnérables. Des solutions pour apporter une aide vitale aux personnes aux prises avec des conflits, des violences, des difficultés économiques et des catastrophes climatiques. Des solutions pour offrir les mêmes chances aux femmes et aux filles et ainsi assurer l'égalité et la justice. Des solutions pour aborder des questions inimaginables en 1945. Les changements climatiques, le numérique, l'intelligence artificielle et l'espace extra-atmosphérique. En septembre, l'Assemblée générale a adopté le Pacte pour l'avenir, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Notre action restera cependant ancrée dans les valeurs et les principes intemporels de la Charte des Nations Unies et du droit international et dans la dignité et les droits humains de chaque personne. Dans notre monde en proie à la tourmente, l'espoir ne suffit pas. L'espoir passe par des mesures fermes et des solutions multilatérales en faveur de la paix, d'une prospérité partagée et d'une planète florissante. L'espoir passe par une coopération entre tous les pays. L'espoir passe par l'ONU. À l'occasion de la Journée des Nations Unies, je demande à tous les pays d'entretenir cette flamme qui guide le monde et de défendre ses idéaux. Vous le savez, les périodes électorales sont très sensibles. Elles riment parfois avec manipulation de l'information, surtout à l'ère des médias numériques. Alors, comment reconnaître l'information juste et vraie? Le RECEF, c'est le réseau des compétences électorales francophones, examine la question au cours de son forum annuel à Cotonou. Voici le point de la rencontre avec William Aguiar. Les réseaux sociaux sont d'efficaces canaux de diffusion d'informations. À la différence des médias traditionnels, ici tout y passe, rumeurs comme propagande, l'information vraie comme la fausse, bref, un boulevard de liberté d'expression avec son lot de désinformation. De potentielles sources de tension, surtout dans un contexte électoral. À Cotonou, les organes de gestion des élections, membres du réseau des compétences électorales francophones, en font une préoccupation. Les élections sont pour nos pays des moments cruciaux de choix et d'expression populaire. Elles sont aussi l'occasion privilégiée de renforcer les valeurs démocratiques et la cohésion sociale. Cependant, notre volonté à organiser des élections libres et équitables est souvent confrontée à de vraies menaces liées en particulier à la diffusion de fausses rumeurs et de manipulation de l'information. Il est important de rappeler ici qu'une élection sur 5 dans le monde est marquée par une forme ou une autre de violence due à la désinformation. Comment prendre des mesures efficaces sans restreindre les droits à la liberté d'expression et au pluralisme des médias? La problématique au cœur de cette 12e édition du Forum électoral du RECEF. Désormais, il faut également composer avec les réseaux sociaux qui permettent à la fois de communiquer avec moins d'intermédiaires, mais également de faire circuler
des idées fausses à une vitesse jamais égalée auparavant. C'est dans ce contexte de profond changement de nos environnements médiatiques que nous vous proposons ce séminaire électoral qui traitera du thème manipulation de l'information au cours du processus électoral à l'ère des médias numériques et des réseaux sociaux. Créé en 2011 à Québec, le RECEF, Réseau des compétences électorales francophones, compte 34 pays membres. Il travaille à la tenue d'élections libres, transparentes et crédibles à travers les échanges d'expériences et de pratiques électorales positives. La grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin renforce la transparence dans la désignation des candidats à la décoration. Elle multiplie les rencontres avec les potentiels bénéficiaires. Elle organise dans ce cadre un atelier sur les mutations en cours au sein de l'institution. Les assises dédiées aux partenaires sociaux ont démarré hier à Boycon sous le regard de Pierrette Adayossi. Nous avons les nominations et promotions à titre exceptionnel relevant du président de la République. Cet atelier est un cadre d'échange sur les grands changements en cours à la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin. Il permet aux travailleurs de s'imprégner des critères de leur éventuelle décoration. La grande chancellerie a pour mission d'honorer ceux qui se distinguent par leur engagement envers notre nation. Cependant, nous vivons une période de mutation marquée par un besoin croissant de transparence et d'équité dans le processus de désignation des candidats à la décoration. Cet important atelier qui porte sur les différentes mutations en cours à la grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin est d'une importance capitale. La grande chancellerie des ordres nationaux du Bénin, en sa qualité d'institution chargée des décorations présidentielles, militaires et civiles, se doit d'entretenir un cadre d'échange avec ses partenaires, que sont les organisations syndicales, afin que ces représentants des travailleurs soient au parfum des mutations majeures qu'opère l'institution à leur profit. Les assises de Boycon vont contribuer à l'amélioration du système de désignation des candidats. Un système de décoration plus juste, comme le désire la grande chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Intéressons-nous à présent au faible niveau du rapatriement des recettes d'exportation. Pour éviter les impacts négatifs sur les réserves de change et la liquidité bancaire, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a initié une formation à l'endroit des financiers, industriels et banquiers. Le thème, les enjeux liés au rapatriement des recettes d'exportation au Bénin. Benjamin Denayo et Ulvaeus Balogun nous conduisent au cœur de cette rencontre. Dans le monde financier, c'est une opération qui consiste pour une entité contribuable à transférer de l'argent gagné à l'étranger vers le pays où elle est basée. Cette opération est le rapatriement des recettes d'exportation. L'opération doit être domiciliée dans une banque et une fois que les formalités d'exportation ont été accomplies, les marchandises sont parties, il y a un délai maximum de 3 mois pour encaisser les ressources à l'international via la banque dans laquelle l'opération a été domiciliée. La banque a l'obligation de céder au moins 80% de ses ressources via les comptes de la Banque centrale, la BCEAO, et elle a la possibilité de garder 20% de ses ressources. Le rapatriement des recettes d'exportation alimente donc les réserves de la BCEAO et joue un rôle important pour le financement des importations de biens et services. Si on a besoin de monter des usines de transformation, forcément il faut des devises pour pouvoir importer ces biens d'équipement et ces biens intermédiaires-là afin de monter les usines. D'où la nécessité pour nous de veiller au rapatriement de ces devises-là. On aura désormais une meilleure écoute des sollicitations de nos accompagnateurs, je veux parler des banques et des services financiers, pour mieux comprendre leurs doléances dans leur besoin de nous accompagner sur nos opérations financières. Et au-delà de cela, c'est de veiller également à ne pas se faire rattraper des différentes sanctions prévues par la réglementation. À travers cette séance d'information et de sensibilisation, le Bénin veut améliorer le taux de rapatriement de ses recettes d'exportation afin de se conformer à celui prescrit par l'UEMOA qui est de 80%.
La société béninoise de brasserie Sobebra accueille une délégation mixte des douanes béninoises et chinoises. C'est pour un audit de contrôle dans le cadre du programme des opérateurs économiques agréés. C'est un programme conjointement mis en place par les deux États. Voici quelques extraits des propos tenus à la rencontre. On sait que la Sobebra, c'est l'une des institutions qui ont des standards nationaux et des standards internationaux. Nous vous remercions de nous avoir accueillis pour que les douanes chinoises puissent voir eux-mêmes le processus, puissent voir eux-mêmes la conformité de ce processus. Cette reconnaissance mutuelle va aider à faciliter toutes les entreprises béninoises qui auront été agréées dans ce programme de pouvoir avoir des facilités en Chine. La société béninoise de boissons rafraîchissantes dite la Sobebra est une industrie de production et de commercialisation de bières, de boissons gazeuses et d'eau. Pour cela et pour son activité, elle importe principalement la majeure partie de ses matières premières, mais aussi tout l'outillage et tout le matériel industriel. Nous sommes honorés que la Sobebra a été choisie pour la réalisation de cet audit de contrôle en tant qu'opérateur économique agréé. Aujourd'hui, nous représentant la douane chinoise, nous sommes ici pour assister à cette séance d'audit dans le programme d'opérateur économique agréé. C'est une opportunité pour nous aussi d'apprendre. C'est un processus très important dans notre programme de coopération. Je suis persuadé que les échanges vont faciliter les transactions douanières entre nos deux pays. Il est en fin de mission. Après 8 jours de soins, le navire hôpital Arche de la Paix a quitté le Bénin pour une autre destination. Au bilan, on note une centaine d'opérations, 8000 consultations médicales et 3000 inspections auxiliaires. C'est un record dans une seule station depuis le début de ces missions humanitaires, constate Patrick Djossou. Voici le navire hôpital chinois en train de venir accoster sur un des quais du port de Cotonou au Bénin ce jeudi 17 octobre 2024. L'Arche de la Paix jetait ainsi l'ancre en terre béninoise comme 10e destination de sa 10e mission humanitaire avec un objectif bilatéral transcrit blanc sur rouge. Travaillons main dans la main pour un développement commun et une amitié sino-béninoise pérenne. Objectif atteint avec des records certains. C'est un grand succès de visite. Une visite dans la première navire hôpital chinois au Bénin. C'est aussi la première bateau militaire marine en visite au Bénin. Une réussite grâce à notre coopération. Pendant le séjour, qui dure seulement 8 jours, ils ont reçu plus de 8122 consultations, dont 1410 à l'extérieur, à Porto Novo et à l'université Abomey-Calavé. Et ils ont fait 130 cas d'opération à bord. Ils ont battu aussi des records parce que durant cette visite, ils ont fait aussi une opération à distance. À partir de Shanghai, plus de 12 000 km avec la télémédecine, on utilise le robot pour faire l'opération. Passerelle repliée. Fanfare jouant l'hymne national de la République populaire de Chine. Voilà le navire hôpital chinois en train d'appareiller ce jeudi 24 octobre 2024. L'Arche de la Paix lève ainsi l'ancre de la terre béninoise. Venu du Cameroun, ce bateau médical vogue ainsi sur les vagues vers la Mauritanie, sa prochaine terre d'accueil. L'Arche de la Paix part donc en paix.
Quittons le port pour l'aéroport. L'aéroport de Cotonou répond-il aux normes internationales en matière de sécurité? En tout cas, son plan de contingence a été testé à travers une opération de prise en otage d'un aéronef. Le film, c'est avec William Tchoki, Benol Djogbe, Ramatou Lawani et Rodrigue Blondoumé, une forte équipe. Des hommes armés à bord de cette voiture viennent de forcer l'entrée de l'aérogare de Cotonou. Ils pénètrent la plateforme portuaire, prennent en otage cet aéronef, à bord 40 passagers et 7 membres d'équipage. À l'intérieur, la panique générale. Les assaillants sont menaçants, avec des exigences bien précises. J'exige la libération immédiate de notre leader, Pimpiou. Je veux que... C'est un branle-bas de combat à l'aéroport de Cotonou. Très vite, le comité de crise s'installe et tente de négocier avec les preneurs d'otages. Pour la libération, accordez-nous du temps. L'argent, nous sommes disposés à vous l'amener tout de suite, en cash. L'exercice à Godier de la sûreté aéroportuaire vient d'être lancé. Une simulation grandeur nature de prise d'otage. Elle vise à tester l'efficacité du système de sécurité de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Tout le monde a fait jouer le jeu, tout le monde s'est mis dans la peau de celui qui agit au moment opportun et on sait moins marcher sur les pieds et c'est ça l'essentiel. L'opération a mobilisé tous les compartiments de l'arsenal de sécurité et de sûreté de l'aéroport de Cotonou. Les différentes forces de défense et de sécurité nationales. Nous avons eu l'occasion de tester le plan d'urgence de l'aéroport et de voir les défaillances éventuelles qu'il pourrait y avoir dans ce plan et aussi les moyens à mettre en œuvre pour que nous atteignions la perfection. 3 heures durant, le comité de crise, les négociateurs ont mis les bouchées doubles pour éviter le carnage, libérer les otages. Quelques frayeurs, n'est-ce pas? Après 3 heures de tests en tout cas, le comité de crise, composé d'autorités, de techniciens aéroportuaires et d'hommes en uniforme, apprécie le dispositif sécuritaire de l'aéroport de Cotonou. J'ai déjà eu l'occasion de participer à ce genre de simulation qui d'abord est dans la routine d'un aéroport normal dans un pays normal. Et nous avons repris les bonnes habitudes. Alors ces exercices dont on ne souhaite pas vivre ces événements grandeur nature, grandeur réelle, sont là pour tester la réactivité de nos forces de défense et de sécurité, de notre système sécuritaire, de tout ce qui est mis en place pour que l'aéroport soit sûr, que le pays soit sûr, que chacun sache son rôle. Et c'est aussi des exercices qui viennent révéler les insuffisances, les lacunes du dispositif. Donc quand ces lacunes sont révélées, on les corrige pour être encore plus efficaces, plus pertinents. L'exercice s'est bien passé. On n'a pas eu, comme on le dit très souvent, une crise dans la crise. Nous avons joué tous les rôles qui sont prévus. Et donc cela déjà est une satisfaction. On peut être satisfait du travail, même si on sait, comme dans tout travail, dans tout exercice, qu'il y a des choses à retravailler ou à améliorer ou à rediscuter aussi avec nos partenaires. La coordination, c'est la base du fonctionnement d'un aéroport. S'il n'y a pas de coordination, pas de facilitation, il n'y a pas d'aéroport. Donc tous les gens qui ont participé à cet événement, à cet exercice, sont des gens avec qui on travaille en permanence et avec qui tous les jours on est là pour servir les passagers, servir le territoire et le Bénin pour que les avions partent et arrivent, que le fret parte et arrive, que tout soit fait dans les conditions de sécurité et de sûreté les meilleures. Parce qu'en fin de compte, notre vrai métier, leur métier de base, aujourd'hui, c'est la sûreté et de la sécurité.
Ressortons de ces instants de frayeur par une note musicale, Assia Brass Band. C'est un groupe de chanteurs percussionnistes béninois. Ces jeunes talents sont sélectionnés pour représenter le Bénin au Festival international Visa for Music. Saint-Tiche Quimpon et François Issou nous amènent à une séance de répétition du groupe. Assia Brass Band est le groupe sélectionné pour le festival Visa for Music, un événement annuel qui met en avant la diversité musicale du continent africain. C'est un marché comme marché d'Antokwa où des acheteurs, des vendeurs viennent et pour faire leurs affaires au niveau de l'industrie musicale. Pour cette édition, il y a eu 4575. Mais on a retenu juste 45. On a été sélectionné pour aller représenter le Bénin là-bas par notre savoir-faire et notre manière de défendre la culture béninoise. Créé depuis 2018, le groupe Assia Brass Band a pour originalité les percussions et le cuivre, un alliage d'instruments et de chansons dans les langues locales pour promouvoir la culture béninoise. On fait la musique fanfare, si on peut le dire ainsi. La musique contemporaine, je veux dire, parce que c'est au-delà de la fanfare, nous faisons notre musique. Il y a purement des rythmes que nous jouons traditionnellement, qui sont du Bénin, qui n'a pas limité ces expériences vers les autres rythmes que nous connaissons. Vous nous envoyez vers la Chine, maintenant tout de suite on va s'adapter à eux et puis on va sortir quelque chose. Il faut des billets d'avion, il faut tout pour se déplacer. Un appel au soutien qui sera une bouffée d'oxygène et qui va leur permettre de s'envoler vers Rabat au Maroc pour le rayonnement de l'art béninois à l'international. C'est la fin d'un rêve pour les Guépards. Ils courbent l'échine 1-0 contre le MENA du Niger en troisième match de poule du tournoi de l'UFOA BU20. Une défaite qui les élimine de la course à la qualification pour la CAN de la catégorie. Un reportage de Igor Ayosso et Setonji Hospice Metoli. L'aventure s'arrête en phase de poule pour les Guépards U20 de Vincent Roturo. Dans le mano à mano avec le MENA du Niger, les partenaires de Kenzo Vilonguezo vont s'effondrer à la 87e minute. On a vu l'équipe du Bénin contre le Ghana et le Togo. Donc on savait que ça allait être très difficile. Maintenant, comment les contenir? C'est notre plan de jeu. C'est ce qu'on avait mis en place. D'abord contenir l'adversaire et profiter d'une faille pour marquer. Ça a été le cas ce soir. Comme face au Ghana, la baisse d'intensité dans les derniers instants des Guépards U20 leur sera fatale. On a essayé de jouer long, après on a manqué, je dirais, d'impact ou de points d'ancrage devant. Les points d'ancrage ne nous ont pas permis donc de faire peut-être de remonter un petit peu plus haut le bloc équipe pour pouvoir être surtout plus tranchant donc dans les 30 derniers mètres, parce qu'on a fait surtout un jeu de milieu de terrain, mais on regarde bien sur l'ensemble du match, on a 3-4 situations. Alors qu'on a quand même une possession de balle qui est beaucoup plus importante que le Niger. Mais à la fin de l'histoire, vous n'avez que 3-4 grosses situations. Donc ça montre bien que vous n'êtes pas assez haut encore dans le terrain, où il y a peut-être un accompagnement du bloc équipe qui est insuffisant. On aurait aimé continuer la compétition. Mais nous reconnaissons qu'à un moment donné, nous avons légèrement faibli. Mais ce n'est pas pour cette raison que nous nous inscrivons dans une démarche prospective de nous décourager et de ranger les âmes. Le Guépard se reprépare et bondit pour atteindre son objectif. Un débriefing court a été effectué avec le staff en vue de cerner à chaud les points à améliorer. Une plus longue durée de préparation et les regroupements périodiques durant les fenêtres FIFA sont préconisés pour mieux préparer les sélections de catégories d'âge. Refermons ce journal en compagnie de Aïlodjou Amoussou et Brice Menaï qui nous résument l'actualité internationale. À Kitoto, en République démocratique du Congo, le père italien Davide Marchesselli
se bat depuis des années contre les sociétés chinoises qui exploitent l'or illégalement dans la région. Des centaines d'entreprises étrangères, principalement chinoises, exploitent l'or de la province riche en ressources naturelles du Sud Kivu, sans déclarer leurs bénéfices et sans permis selon les autorités locales. Conséquence, des rivières sont polluées, des plantations détruites et même les manifestations sont réprimées. L'extraction semi-artisanale est interdite aux étrangers par le code minier, mais des sociétés chinoises utilisent ces coopératives locales comme partenaires pour extraire le minerai. Les exportations d'or artisanal venant du Sud Kivu étaient passées de 42 kg en 2022 à plus de 5 tonnes en 2023, soit environ un sixième des volumes d'or exportés chaque année par la RDC et officiellement déclarés. Au Mozambique, la commission électorale a annoncé jeudi l'élection du candidat Daniel Chapo, ancien gouverneur provincial de 47 ans. À l'annonce de sa victoire à la présidentielle, 2 semaines après le scrutin du 9 octobre 2024, des centaines de manifestants protestant contre des fraudes qualifiées de grossières par l'Église catholique ont pris la direction du centre de la capitale où la commission électorale délivrait les résultats. Des confrontations entre policiers et manifestants dans plusieurs villes ont fait des blessés ainsi qu'un mort à Nampula. Investi par le Frélimo qui est aux manettes de ce pays d'Afrique australe depuis un demi-siècle, Daniel Chapo a obtenu près de 11% des voix contre 20% des suffrages pour l'opposant Venancio Mondlane, qui revendique la victoire et dénonce des tricheries. La participation a été particulièrement faible. Elle est de 44,48% et inférieure à celle de 2019. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention.